On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'un événement qui se tient à Chambly en plein hiver, 31 janvier, 1er et 2 février. C'est une première édition. C'est alcool et saveurs. Il y a des ressemblances avec bière et saveurs, mais là, ce sont les alcools. Et c'est sur le site enchanteur du Fort Chambly. Donc, restez avec nous. On en parle dans quelques instants. Mais d'abord, parlons de Jeux olympiques, parlons de Actiform et parlons de Yvan Ouellette qui sera sa deuxième expérience aux Jeux olympiques, non pas comme futur médaillé participant, mais bien comme encadreur pour les sites d'entraînement. Au moment d'enregistrer cette entrevue, il est encore avec nous, mais au moment où on va diffuser l'entrevue, il sera déjà de l'autre côté. Il s'agit d'Yvan Ouellette. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, dans quelques heures, direction Sochi pour les Jeux olympiques. Oui, monsieur. Les deuxièmes Jeux olympiques. Oui, dans mon cas, oui, c'est deuxième participation. Bon, non pas comme athlète. Peut-être curling, un moment donné. Peut-être curling. Donc, pas de médaille non plus, mais celle de s'occuper du centre d'entraînement. Des centres d'entraînement. Des centres d'entraînement. Explique-nous, d'abord, avant de parler de Sochi, explique-nous un peu ta première opportunité. Qu'est-ce qui a fait que tu as déjà eu une première expérience olympique? En fait, Actiform, l'entreprise pour laquelle je travaille, que je suis copropriétaire avec mon partenaire Alain Delorme, on évolue depuis déjà plusieurs années dans le monde de la haute performance. C'est pas tellement connu sur Saint-Jean, mais bon, on travaille, on est une petite entreprise qui fait des grosses affaires au niveau de la haute performance. Plusieurs athlètes situés sur Montréal sont sous l'égide d'Actiform au niveau de la préparation physique. On s'entend bien qu'on est des accompagnants du coach de toute l'équipe qui accompagne les athlètes. Et de fil en aiguille, à un moment donné, on arrive sur des réunions, des comités, des ci, des ça. Mon partenaire Alain Delorme est vraiment une sommité dans son domaine au Canada. Fait qu'il est invité souvent à participer à toutes sortes de réunions. Et il y a quelques années, pour Beijing, il y a la volonté du Comité olympique canadien à ce moment-là, c'est d'accompagner le plus possible les athlètes, s'assurer que les athlètes étaient bien accompagnés, que la structure était mise en place pour éviter tous les irritants pour les athlètes. Et à un moment donné, on lève la main au niveau de la préparation physique, on aurait peut-être besoin de ci, ça. Et là, Alain, c'est vers lui qu'on s'est dirigé pour s'occuper de cette première expérience-là. C'était très minime, c'était sommaire, etc. Puis ça, c'était à Beijing. Ça a fait boule de neige, ça a fait en sorte que là, maintenant, les équipes, les athlètes, les équipes, les fédérations savent et ils font des demandes précises pour être accompagnés dans leur préparation physique. Il existe toujours sur les lieux de chaque village olympique, il existe des centres d'entraînement qui sont bâtis par le comité local. Mais ça devient un gros gym. Avec bien du monde. Avec bien du monde. De partout. De partout. Puis, c'est pas sûr que quand tu vas arriver dans la salle, tu vas avoir l'équipement que tu veux. Tu n'es pas sûr d'avoir l'équipement avec lequel toi, tu es habitué de travailler. C'est pas sûr qu'il va être libéré. Puis, c'est encore moins sûr que tu vas être capable de faire de quoi que tu ne veux pas partager avec personne d'autre dans ta méthode d'entraînement. Fait que là, on est dans une structure où on accompagne les athlètes en faisant des choses un petit peu plus spécialisées, un petit peu plus singularisées. Mais ça, est-ce que ça veut dire que le Comité olympique canadien a sur place là-bas à Sochi son propre ou ses propres centres d'entraînement? C'est exactement ça. C'est le mandat que moi j'ai. Mais vous vous installez à quel endroit? Comment c'est déterminé, ça? Ça, c'est l'exercice qu'il faut prévoir d'avance. Donc, en fait, là, moi, 80% de ma job est faite, là. Moi, j'arrive au jeu, là, j'installe, puis je mets en place, je m'assure que tout fonctionne, puis à la fin des jeux, je remballe tout, puis on ramène. Mais c'est dans la dernière année que le travail se fait pour accompagner, en relation avec les fédérations, les coachs, les joueurs. C'est quoi tes besoins? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ta routine que tu veux installer, que tu as besoin, etc. Ça, OK, fais ta liste d'épicerie. Ça, c'est pourquoi? Pour les équipes de patins, de ski, de tout? Là. Je reçois les demandes de biathlon, de ski, de bobsleigh, de skeleton, de Hockey Canada, féminin, masculin. Chacun m'envoie leur petite liste d'épicerie, dit, regarde, c'est ça qu'on fait. Nous, on s'occupe de ça, etc. Puis là, moi, je prends cette liste-là, je dis, OK, on a des défis. Puis le plus gros défi, c'est l'espace. Tu l'as très bien mentionné, c'est vraiment l'espace. Bien, surtout, on sait, quand il y a des Jeux olympiques, évidemment, il y a comme une trolley de personnes qui arrivent en même temps, en même place. C'est ça. Comment tu fais pour dénicher des endroits pour t'installer? Comment tu fais la recherche, là? En fait, c'est le Comité olympique canadien qui, au préalable, exemple, là, on parle de Rio, là, mais ça fait déjà quelques visites qu'ils font là-bas pour aller s'installer puis aller faire des visites de reconnaissance pour trouver. Fait qu'il y a des gens qui sont
dédié à cette tâche-là. Fait que moi, quand je suis allé cet été, Toi, tu étais allé à Sochi? Je suis allé à Sochi cet été avec un comité restreint, justement pour aller voir les installations, s'assurer qu'on respectait, puis voir l'environnement, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on peut avoir sur place, qu'est-ce qui est impossible d'avoir sur place, etc. Fait qu'à ce moment-là, lors de cette visite-là, là, on fait la visite de tous les villages, de toutes les installations. Là, on est en mesure de voir, regardez la gang, ça, c'est l'espace qui va nous être alloué. Nous, là, cette partie de l'hôtel-là, parce que c'est un village, on s'entend, là, il y a des buildings qui sont construits, des édifices qui ont de l'air ni plus ni moins des hôtels, mais qui éventuellement vont être transformés en condos. Puis là, nous, on a ces espaces-là, puis on dit, hey, écoute, ça, c'est parfait pour moi. Donc, tu as combien de centres d'entraînement là-bas? Là, on va avoir 5 espaces aménagés. 5 espaces. Ouais. De quelle façon tu les aménages? Avec quel équipement? L'équipement que tu loues? Qu'on achète. Ah ouais. En fait, ça fait partie du mandat, du contrat que j'ai avec le COC. Nous, on achète les équipements, je les revends au COC et à la fin, je les rachète du COC. Ah, fait que, ça, c'est le gros bout que le COC est tout à fait content du deal parce qu'après ça, les autres, ils ne se préoccupent pas. Avant ça, ils achetaient du matériel, ils finissaient les jeux, puis là, ils étaient prêts avec ça, il n'y avait pas les contacts. Mais d'un jeu à l'autre, on ne peut pas se servir du même équipement ou il faut partir en neuf? Oui, mais la technologie évolue. Il y a des choses qu'on peut se servir puis que je vais faire. Exemple, dans mon cas, moi, j'ai loué certains équipements, des équipements que je loue, que je suis propriétaire, que je loue pour diminuer les coûts puis manager, mais dans certains autres, là, ça et tu amènes ça là-bas de quelle façon? Tu l'achètes là-bas ou tu l'amènes? À peu près tout acheté ici, parce que là, en Russie, ça va pas bien là. C'est un peu comme la Chine, c'est pas facile de trouver. OK, donc tu achètes le matériel ici, puis tu l'amènes là-bas par bateau? Tu as tout envoyé par paquebot. Tout ça a été parti au mois d'octobre 2013. Wow. Mais puis là, c'est tout installé là-bas? Il n'y a pas de tout. Là, c'est moi qui. Non, c'est moi. C'est pour ça que je pars 2 semaines d'avance. Moi, je m'en vais là et là, j'installe. Là, je déballe. Ce que j'ai emballé. Il est où? Là? Il est dans des conteneurs? Quoi? Théoriquement, il est envoyé dans des conteneurs. Là, il a été pris. Puis moi, j'ai désigné les espaces où ils doivent aller. Village endurance qui est en montagne, village en montagne pour les sports de glisse, ski alpin, etc. Il y a le village côtier, puis il y a des performance centers, des centres de haute performance qui sont installés où là, j'ai des équipements qui sont là. Parce que les athlètes, ils vont au village olympique, mais s'il arrive une semaine d'avance, puis lui, il compétitionne dans la 2e semaine, il ne reste pas au village. Là. Les accréditations, c'est compté au compte-gouttes. Fait que tu restes dans ce qu'ils appellent un centre de performance pendant une semaine. Puis quand tu as ton accréditation qui est valide, là, tu pars, là, tu rentres au village, puis au village. Mais fait que pendant qu'il est au centre de performance, il veut s'entraîner, lui, là. Il veut faire ce qu'il doit faire pour se préparer. Fait que là, on installe aussi Est-ce à dire que les athlètes canadiens n'ont même pas besoin d'aller dans les autres gyms? Ils peuvent se contenter des équipements que vous avez? Écoute, c'est pas exhaustif, là, notre affaire, parce qu'on est limité surtout au niveau de l'espace, etc. Fait qu'on a des choix à faire, de dire que ça, on peut, ça, on peut, ça, on peut pas, ça, on peut pas. Puis ça existe aussi. Il faut voir ce qui existe déjà dans la salle multi. Fait que dans cette salle-là, j'ai eu un inventaire défini puis un plan de cet espace-là. Fait que en fonction de ça, j'ai dit, bien écoute, ça, tu iras là, puis ça, on va le faire ici. Bon. Ta première expérience était donc à Londres. À Londres. Qu'est-ce que tu as retenu de l'expérience de Londres? Une équipe incroyable. C'est surtout ça, c'est vraiment la dynamique qu'ils réussissent à créer au niveau du Comité olympique canadien pour supporter les athlètes. En fait, moi, je suis un élément parmi tant d'autres d'une équipe qui est là pour s'assurer que les athlètes, il y a une chose à se préoccuper, c'est leur performance. Bon, on s'entend que Londres, c'est à 5 heures d'avion d'ici, puis ça se passe en anglais. Là-bas, c'est un autre affaire. J'ai ma petite application sur mon iPhone là, pour apprendre le russe, mais... C'est un petit peu plus loin. Ça ne parle pas toujours anglais. Non. Mais étonnamment, encore une fois, c'est incroyable la logistique. Il faut être là. C'est un peu, je ferais le parallèle avec, t'es-tu déjà allé à Disney World? Oui. Bien, il faut être allé à Disney World pour voir comment l'ampleur de la machine. Mais c'est la même chose des Jeux olympiques. Tu rentres là, tu ne peux pas t'imaginer logistiquement ce que ça demande comme travail au quart de tour à tous les niveaux. C'est l'alimentation, c'est la sécurité, c'est les accréditations, c'est les parlant de sécurité, on a vu ce qui s'est passé à Sochi. En même temps, à la limite, en Grande-Bretagne, à Londres, au moment des Jeux, Londres avait également été identifié, évidemment, dans les mouvements islamistes là, comme cible.
Est-ce que toi, tu es relativement confiant? As-tu plus d'appréhension par rapport à Sochi avec ce qui s'est passé? Peut-être qu'on en a plus de façon générale, mais tu as tout à fait raison. Si on se reporte à Londres là, au moment des Jeux, les 6 mois avant les Jeux, l'année avant les Jeux, il y a un paquet de petites explosions qui s'est faites, puis des menaces, puis tatata. Puis on s'entend que Londres était beaucoup plus susceptible d'être attaqué, vandalisé que Sochi. Oui, c'est des attaques internes. C'est ça. Oui, mais je veux dire, démographiquement, géographiquement, c'est beaucoup plus facile d'accès. Là, Sochi, tu as la mer d'un bord, tu as les montagnes de l'autre, les accès, ils vont être limités. Mais bon, ça n'empêche jamais rien. Il s'est passé de quoi à Boston, des choses comme ça. Ça peut toujours arriver, mais il faut être au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais un coup que les Jeux commencent, après ça, ça devient vraiment... On est dans une bulle bien définie. Ça devient un petit village de Gaulois là, très, très, très protégé. Là. Honnêtement, là, c'est un peu ça que ça a l'air. Mais bon, puis on s'entend que les Russes, ils veulent que ça fonctionne. Oui, ça, c'est clair. S'il faut qu'ils rajoutent un petit 10 000 hommes de plus, je pense pas que ça va... L'image de la Russie, je pense qu'elle est très importante. Je ne veux pas rentrer dans la géopolitique, là, mais on s'entend que Poutine, il veut s'assurer que ces Jeux-là, qu'il y ait une belle image, fait que ce qu'on va voir à la télé va être sharp. Et qu'est-ce que ça fait de côtoyer des athlètes et même à la limite de côtoyer un athlète qui, le jour d'après ou le jour d'avant, arrive avec sa médaille au cou et tout ça, puis de savoir, je ne sais pas, mais qui s'est entraîné la veille dans un de tes centres, puis le lendemain, il y a une médaille dans les mains. Je ne sais pas, c'est quoi le sentiment qui nous traverse l'esprit? Écoute, c'est une fierté d'avoir la chance de rencontrer ces gens-là, puis étonnamment, de se rendre compte à quel point la plupart, c'est des gens d'une simplicité déconcertante. Là, je me rappelle, moi, j'ai rencontré Adam Van Coverden au retour, parce que leur site de compétition était à l'extérieur. Il revient pour justement toute célébration. Ces Jeux sont finis. Il y a eu ce qu'il y avait à avoir. Et puis, jase, on l'aide à transporter les équipements. Parle, jase de n'importe quoi. C'est des gens bien simples. Tu ne peux pas arriver là en groupie avec ta caméra, tout bout de champ, etc. Là, ça, c'est fait, c'est fini après. On a un mandat, c'est d'accompagner ces gens-là le plus humblement possible, le plus discrètement possible. Mais pour la plupart, c'est des gens hyper sympathiques. On en connaît déjà pas mal. Yvan Ouellette, merci beaucoup. Puis bonne chance pour ce mandat de 5 semaines à Sochi. Oui, merci encore. Dans quelques heures. Restez avec nous, puisque retour, on vous parle d'un événement qui va se passer à Chambly les 31 janvier, 1er et 2 février, alcool et saveurs. Un nouvel événement se pointe à l'horizon du côté de Chambly, un événement durant l'hiver, c'est Alcool et saveurs et c'est présenté le 31 janvier, 1er et 2 février. Pour nous en parler, le directeur général de Bassin en Fête, Patrick Fortin. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. On s'en était parlé un peu au début de l'automne parce que, bon, on le sait, Bassin en Fête, normalement, organise 3 événements durant l'année, c'est-à-dire la grenouille en fête aux alentours du mois d'avril. Après ça, on a l'événement de la bière, première fin de semaine du mois de septembre, fête du travail. Et normalement, il y avait les hivernales, qui est un événement plus carnaval d'hiver, qui avait d'ailleurs été annulé. Bref, et là, tu nous avais dit au mois de septembre qu'on lorgnait vers un autre événement qui est alcool et saveurs. Exactement. Et visiblement, tout a bien fonctionné puisque l'événement sera présenté dans quelques jours. Absolument. C'est une grosse aventure. Donc, c'est pour remplacer les hivernales, mais un événement qui va être 10 fois plus gros en termes de budget. C'est clair. Et c'est un peu, on est parti de la base de Bière et Saveurs, qui est notre gros succès à Chambly. Et c'est une demande des festivaliers, c'est une demande des exposants aussi d'avoir un événement l'hiver. Puis on a décidé de se lancer dans cette aventure-là, mais en ne faisant pas un festival de bière d'hiver, mais plutôt un festival d'alcool. Donc c'est un festival de dégustation d'alcool fort spiritueux dans lequel on va retrouver des bières de microbrasserie,
Mais contrairement à bière et saveur, alcool et saveur, la prédominance, ça va être sur les alcools forts et les spiritueux. Bon, qu'est-ce qu'on va avoir comme produit? Bon, là, il y en a ici en démonstration sur la table. D'ailleurs, avec la bière qui porte le nom de l'Incorruptible. Absolument. Elle vient d'où, cette bière? C'est notre bière officielle de cette année pour la première édition. Le brasseur, c'est Brasseurs du Monde à Saint-Hyacinthe. Donc, c'est une association, une collaboration qu'on a avec eux. Et cette bière-là, bien, c'est une bière de glace, ce qu'on appelle une Ice Bock. Donc, oui, puis au Québec, il n'y en a pas beaucoup. Il y a 3-4 microbrasseries qui proposent des bières de glace. Donc, c'est un peu dans le même style que les vins de glace ou les cidres de glace. C'est une bière qui a été travaillée, qui a été fermentée. Après ça, on a gelé le contenu, on a enlevé la glace pour garder vraiment l'alcool et tout le contenu, ce qui fait une bière forte à 10 d'alcool. Bien, ça, c'est ce que je m'en allais dire, parce qu'au moment où tu installais les bières avant l'entrevue, je regardais justement sur la bouteille, puis là, je voyais, oh là là, 10 C'est ça. Et là, tu m'as dit d'ailleurs, il y a quelques secondes avant qu'on commence, est-ce que tu vas te risquer à la goûter? Donc oui, je vais me risquer à la goûter, je vais m'étirer le bras. Est-ce que je vais avoir une surprise? Est-ce que je vais m'étouffer? Non? C'est sûr que ça va être une surprise. Tu ne t'étoufferas pas, mais tu vas pouvoir découvrir quelque chose de complètement différent en termes de bière. Oui. Mais ça me fait penser à certaines bières européennes qu'on avait, puis là, je vais remonter dans le temps, du temps où on avait le bar Beethoven, où il y avait 80 bières en dégustation. Il y avait parfois des bières. Pardon. Il y avait des bières qui étaient plus fortes en alcool et qui goûtaient ça. Donc, c'est super bon. Évidemment, mais ça surprend en bouche quand on est habitué de prendre une bonne gorgée de bière. C'est peut-être pour ça là, que... C'est complètement différent. Non, c'est pas de la bière légère, c'est une bière forte et on écrit même extra forte. Les amateurs de bière, donc bière noire, c'est bon. de glace, cacao, chocolat, on retrouve café. Donc, c'est les goûts qu'on retrouve. Là, je pense que mon réalisateur est en train de saliver. Je pense qu'il a hâte que l'entrevue finisse pour y goûter. On va lui en garder. Non, il ne m'a rien dit encore. Il ne m'a pas parlé. Donc, et aussi bizarre que ça puisse paraître, même si c'est un événement d'alcool fort, on a décidé d'avoir une bière officielle pour l'événement d'alcool. Alors, on va retrouver une dizaine de microbrasseries durant l'événement qui vont être présents et proposées. Donc, des bières fortes et des bières d'hiver. C'est des bières qu'on retrouve seulement l'hiver. Donc, les amateurs de bière vont pouvoir retrouver des nouveautés avec ces produits-là. On va retrouver plus de 10 exposants de cidreries et de vignobles. Donc, on va retrouver des cidres, pas des cidres de glace, mais des vins de glace, des vins fortifiés comme des portos. Beaucoup de produits d'alcool à base d'érable, à base de miel. Qu'on va retrouver à base de petits fruits, de fraises. Donc, les amateurs d'alcool fort du terroir, on va retrouver tout ça. Et à ça, on rajoute au niveau des alcools des bars thématiques qu'on a nous-mêmes créés. Des bars thématiques d'alcool brun dans lesquels on va retrouver des scotch, des whisky, des bourbons, des rhums bruns qui viennent de l'extérieur. Alcool blanc avec tequila, gin, vodka, alcool du terroir, donc des produits d'alcool, des gins du Québec, des vodkas du Québec, des whisky de pomme, on va retrouver ça à notre bar du terroir. Cocktails aussi, parce que c'est la mode, les gens adorent les cocktails à base d'alcool fort, cognac, rhum, vodka. Et on va aussi avoir un bar à digestif. Donc, les Porto, les Amarula, Baileys, Amaretto de ce monde. Et avec tout cet alcool-là, mais une dizaine d'exposants de restaurants et d'agroalimentaires pour pouvoir se nourrir. C'est toujours bon de manger entre chaque gorgée, là, ça aide un peu. Exactement. Donc, on retrouve pour la première édition plus de 30-35 exposants. Bon, quel est le lien entre l'alcool et l'hiver? Parce que moi, quand je pense à l'hiver, il y a une image qui me vient en tête, notamment au Carnaval de Québec. Le caribou. Le fameux caribou, puis on achetait une petite canne en plastique là, qui nous servait de canne, si on veut. Puis là, les gens, ils se versaient de la boisson, du cheminot, puis tous ces trucs-là. Puis là, bon. Donc, c'est ça un peu le lien où on se dit l'hiver, il faut se réchauffer le cœur. Oui, le lien vient de là en particulier. Donc, à partir du moment où on savait que c'était un événement d'hiver, on a voulu associer l'alcool et l'alcool fort. Et après ça, on a déboulé les spiritueux, qui est
pas nécessairement populaire au Québec, mais qui devrait se développer au fil des ans. Au Québec, c'est beaucoup plus le vin et la bière, mais les spiritueux, ça s'en vient. Puis on est novateur à l'intérieur de ça avec cet événement-là. Mais en même temps, pourquoi la prohibition? Parce que le thème qu'on a choisi aussi, c'est la prohibition. C'est qu'à Montérégie, ici, dans le coin, Saint-Jean-au-Richelieu, Chambly, l'Estrie, dans les années 20, on était des producteurs ici de bagos. Oui, qui était l'alcool à base de n'importe quoi, de petits fruits, de patates ou de raisins, et qui était donc qui traversait aux États-Unis avec la gang d'Al Capone, et c'était vraiment la prohibition. Donc, on a voulu faire un clin d'œil aussi parce qu'on est dans le coin où est-ce que c'était fabriqué, et c'est là qu'on a déployé nos logos à l'effigie de la prohibition, le nom de la bière avec l'incorruptible qui fait allusion au film et au positif des policiers qui ont vaincu Al Capone. Organiser un événement d'hiver, évidemment, ça a son lot de contraintes parce que, bon, là, on a une semaine relativement froide. Là, le 31, 1er 2, on ne sait pas trop ce qu'il va faire, mais bon, évidemment, il peut faire froid, il peut neiger, il peut faire chaud même à la limite. De quelle façon on dispose le site? On est toujours dans le Fort Chambly, hein, évidemment, dans le parc. Donc, de quelle façon on dispose les artisans? Est-ce qu'il y a des kiosques? Est-ce que vous avez des petites chaufferettes pour les artisans? Je disais, ça fonctionne comment? Bien, c'est un défi en soi de faire ça l'hiver. Donc, on va être en haut du parc du Fort Chambly. Le bas du parc, c'est à côté du phare, donc il y a une pente. On va être en haut, à côté du bâtiment qui s'appelle le corps de garde. Donc, dans un contexte d'événementiel d'hiver, on doit penser aux deux scénarios possibles, c'est-à-dire extrêmement froid ou extrêmement chaud. Puis le troisième scénario, c'est l'idéal. Ce qu'on a fait, c'est on a un chapiteau géant qui va accueillir une quinzaine d'exposants, tempérés. Donc, on va pouvoir on ne peut pas dire se réchauffer, mais au moins se tempérer dans ce chapiteau-là. Chacun des exposants va avoir sa petite chaufferette pour se réchauffer si nécessaire. Toujours dans le thème de la prohibition, on rentre des containers, des conteneurs qui sont la nouvelle mode actuellement pour des exposants. Donc, on va pouvoir retrouver 4 exposants, 4 kiosques à l'intérieur d'un conteneur. On en a 6 comme ça qui vont pouvoir abriter 24 exposants, 24 kiosques. On va avoir des gros dômes géants, igloos, un peu comme on retrouve à l'Igloo Fest à Montréal. On en a 2 comme ça. Et puis, l'autre bord de la rue, on va avoir la salle Randall, qui est affiliée à l'Église anglicane. Et on fait notre cabaret des années folles, là, donc une programmation intérieure où on peut se réchauffer. Donc, on a couvert toute cette partie-là. Reste que je peux vous annoncer qu'on regarde la météo et la tendance sur 14 jours. Et je peux vous dire que le week-end... Que dit la tendance? La tendance se maintient. 31 janvier, 1er 2 février, c'est une température entre moins 5 et moins 8 degrés. Moins 5 et moins 10 le jour, ce qui est idéal. C'est la température idéale pour l'hiver. Il ne fait pas trop froid et il ne fait pas trop chaud pour que ça se mette à fond. Mais là, il faut faire attention parce que là, au moment où on enregistre aujourd'hui, nous sommes mardi le 21 janvier. C'est ça. L'émission est diffusée quelque part mardi prochain. Et quand on regarde le long terme d'aujourd'hui, le 21, on nous dit le 31 janvier, moins 8, le samedi, moins 6 et le dimanche, moins 6. C'est ça, exactement. Ça, c'est l'idéal. Si le long terme ne change pas. C'est l'idéal, même avec un petit peu de neige. Oui, j'ai vu. Donc, ça serait extraordinaire. Donc, il faut à ce moment-là planifier le scénario 2, c'est-à-dire s'il y a beaucoup plus de gens que prévu qui viennent. Le temps file, comment ça fonctionne au niveau du coût d'accès, les dégustations? Combien ça coûte? Comme à Bière et Saveurs, on a un coût d'entrée. Le coût d'entrée est de 12 12 pour tout le monde, 10 pour les résidents de Chambly, parce que la ville de Chambly, c'est le partenaire officiel cette année pour la première édition. Et puis, à partir du moment où on est sur le site, on achète nos dégustations, comme à Bière et Saveurs, c'est-à-dire il n'y a pas de coupon. On achète une dégustation de bière, on paye les dollars, on achète de la bouffe, on paye en dollars. Donc, on peut venir se nourrir, venir souper, venir dîner. Le site, vendredi, samedi, dimanche, rouvre à midi. Donc, les gens qui veulent arriver pour dîner vont pouvoir le faire. Pour souper, on ferme à 21h le vendredi, le samedi. Et le dimanche, malheureusement, on n'avait pas planifié que c'était le Super Bowl cette journée-là, mais on ferme à 19h30 le dimanche. Donc, les gens qui n'aiment pas le football vont pouvoir
pouvoir venir. Ce qui est intéressant au niveau de la programmation, si vous permettez, programmation sur le site avec des amuseurs publics, dans le cabaret des années folles, des ateliers, de la danse, des cours de danse Charleston, de la musique swing, et la programmation se prolonge au niveau des restaurateurs. Donc, il y a 3 restaurateurs qui vont être impliqués dans notre programmation. Vendredi et samedi, les gens qui veulent s'y rendre pour un souper-spectacle, Fourquet-Fourchette, Grillade du Fort et Cochonnerie, 3 restaurants à Chambly. Forfait, vous pouvez aller voir sur le site web alcooletSaveurs.com. Et aussi, on a un gros spectacle le vendredi soir, le samedi soir, genre de spectacle, projection de lumière, son, lumière, mapping. Le budget d'un feu d'artifice qu'on met dans une projection de lumière sur le chapiteau géant. Donc, projection de spectacle 18h, 19h et 20h le vendredi et le samedi. Patrick Fortin, merci beaucoup. Merci à vous, puis on vous souhaite la bienvenue à tout le monde. C'est un rendez-vous. Merci. Merci. Reste avec nous au retour, le Babia quotidien. Si vous désirez cesser de fumer, sachez qu'il y a toujours des ateliers gratuits offerts par les CLSC de la Vallée-des-Forts et du Richelieu. Pour s'inscrire, tout simplement, vous composez le numéro qui est affiché à l'écran. À chaque semaine, on vous présente notre émission qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire, ce sont des extraits des travaux du Conseil de Ville. On vous rappelle qu'il y a toujours le télébingo. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, 3 500 $ en prix. Et vous pouvez acheter vos livrets. Il y a 35 dépositaires dans la région pour connaître la liste. Visitez notre site Internet. Et parlant de site Internet, n'oubliez pas que nos entrevues en format vidéo YouTube s'y retrouvent évidemment chaque semaine. On est là demain. Bye bye.